Dans ce tutoriel, on va réaliser ça sur Power BI en quelques dizaines de minutes. Et tu vas pouvoir apprendre à créer des rapports interactifs comme ça. Mais surtout, je vais tout expliquer. N'hésite pas à me poser tes questions si tu en as, j'y répondrai avec plaisir. C'est parti. Donc là, on est parti dans le concret. Ça, c'est ce qu'on va venir réaliser ensemble dans les minutes qui vont suivre. Je vais commencer par une présentation de l'interface, partie Power BI, que tu vois ici, mais également partie Power Query. Power Query, c'est le moteur qu'il y a derrière Power BI et qui te permet de transformer ta donnée. Donc si tu connais déjà, tu peux passer à la suite et aller directement sur la réalisation du rapport. Tu le trouveras dans le chapitre YouTube sur la petite barre en bas. Pour les autres, on est parti. Donc ici, on a le rapport qu'on va venir réaliser. Donc c'est réellement la partie de visualisation. Globalement, on va retrouver trois grandes parties sur l'interface de Power BI, un panneau sur la gauche, le panneau supérieur et tes éléments sur la droite. Si je commence par la partie gauche, ici tu vas avoir ton rapport, comme tu peux le constater. C'est ta partie visuelle, c'est, je dirais, la partie finale que tu souhaites voir. Ici, tu vas avoir ta vue table. Ta vue table, elle te permet d'avoir accès ici à tes différentes sources de données et de pouvoir regarder quelles sont les valeurs qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit peu comme un classeur Excel, sauf que tu ne peux pas écrire à l'intérieur. Ça te permet simplement de visualiser. La troisième partie, très importante, c'est la partie de modélisation. Ici, tu as un modèle et tu viens voir comment est-ce que tes différentes tables vont pouvoir communiquer entre elles. Ici, je vois que j'ai une table magasin, une table date, une table client, qui sont toutes reliées à une table des ventes. On va prendre le temps de regarder ensemble quels sont ces fichiers sources juste après la présentation. Ici, deux éléments plutôt récents sur lesquels on ne va pas s'attarder pour pouvoir écrire ici des mesures d'axe principalement et ici le TMDL qui te permet de gagner beaucoup de temps et de gagner en productivité, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ça te permet de modifier l'ensemble des informations de ton modèle sémantique. C'est très pratique et on verra ça plus tard. Sur la partie supérieure, tu as ici, on va considérer ton menu principal. Tu vas avoir accès à différentes fonctionnalités et je vais te citer les principales. Donc, tu m'en veux pas si jamais on passe sur quelques visuels que tu pourras voir ici. L'important, c'est d'avoir une source de données. Ta source de données, tu vas pouvoir la retrouver ici et nous, on va s'en servir pour aller prendre notre source qui sera un fichier Excel. Ici, un point important, tu vas pouvoir accéder à Power Query. Power Query, je te l'ai dit, c'est le moteur de Power BI. C'est très important. Ici, tu vas venir rafraîchir tes sources de données, c'est-à-dire les mettre à jour. Tu vas pouvoir insérer des visuels. Un point qui est essentiel, c'est la création de mesures. Ce sont un petit peu comme des formules dans Excel. C'est ce qui va te permettre de venir extraire du sens de ta donnée. Ici, tu pourras publier dans le cloud sur Power BI Service. Ici, on est dans Power BI Desktop. À ce sujet, je t'ai déjà mis le lien de téléchargement si tu en as besoin pour l'avoir, évidemment. Et il te permettra donc ici de venir le mettre dans le cloud et de pouvoir le partager. Ici, on a ce qui est lié à Copilot et notamment les parties d'IA. Tu verras que par la suite, il y a certains éléments qu'on a déjà vus qui vont se répéter. Donc je vais aller assez rapidement. Tu pourras créer des pages. Ici, tu vas pouvoir créer tes visuels, c'est-à-dire ce qu'on a créé ici. Tu le retrouves là. Tu as une partie qui est spécialisée sur l'IA, une partie propre à Power Platform, et ici tu vas avoir des éléments finalement un petit peu comme un PowerPoint. J'insère des formes, j'insère du texte, des boutons, des images, etc. Arrive à cette partie dans laquelle, comme tu le vois, on retrouve des éléments. Les mesures, on en a déjà parlé. Ici, on va pouvoir mettre à jour ou créer les relations entre nos différentes bases de données. C'est assez similaire à ce qu'on a vu juste ici, mais ça sera un petit peu moins visuel. La partie des mesures qu'on a vue, ici, on va pouvoir choisir quelle est la définition des rôles, c'est-à-dire, par exemple, je veux qu'une personne, par exemple A, n'ait pas accès à l'ensemble de l'information si c'est de l'information typiquement que je ne veux pas partager avec tout le monde. Supposons qu'il y ait des commerciaux, je ne veux pas que mes commerciaux aient accès à l'ensemble de la France, mais je veux seulement qu'ils aient accès à la partie qui les concerne. Par exemple, un commercial pour le Sud verra uniquement sa partie
commercial pour le sud. Donc là, ça peut être assez intéressant. Sur la partie des vues, on va pouvoir mettre à jour nos thèmes, choisir des couleurs. On va pouvoir venir ici mettre à jour des panneaux qui sont disponibles. Ici, il y a par exemple la partie filtre qui nous sera utile. On va pouvoir créer les bookmarks qui sont des marque-pages, qui sont une fonction assez utile. Et on va avoir des analyses de performance. Et en parlant d'analyse de performance, on retrouve ici à nouveau les mêmes choses et je ne m'éterniserai pas. Et ensuite, on aura une partie aide comme toujours. Et vous n'avez peut-être pas cette partie. Ce sont des outils additionnels qu'on peut installer qui vont servir à être globalement plus productifs. On peut passer à la dernière partie, qui va donc être notre partie sur la droite, et qui va regrouper deux éléments principaux et immuables, c'est la partie des data. Donc en cliquant sur la flèche, on va avoir accès à l'ensemble des données. Et sur la partie visualisation, et ben c'est là qu'on va venir créer les visuels, créer ces éléments-là, qu'on avait par ailleurs, on s'en souvient, dans cette partie ici. Donc, on résume trois parties. La partie gauche, avec différentes visualisations de ma donnée. Ici, la partie du haut qui va vraiment être mon menu principal, et ma partie de droite qui va se concentrer sur la partie visualisation et données. Et à présent, on va regarder ce qui nous intéresse, c'est notre source de données. Notre source de données, elle se compose de plusieurs choses. Première partie, on va appeler ça dans le langage une table de faits, c'est-à-dire une table où il va y avoir des transactions. On fera la différence avec une table de dimensions qui viendra nous apporter des éléments additionnels sur cette table de faits. Tu vas le voir juste après. Donc, dans cette table de vente, donc une table de faits, on a différentes informations. On a un numéro de client, on a un numéro de magasin, on vend des produits principalement d'électronique, on a des catégories, on a des types de produits, des quantités, des prix unitaires et le montant de nos ventes. Avec bien sûr un identifiant unique qui est comme un numéro de transaction ou comme un numéro sur un ticket de caisse. Donc ça, c'est notre première table qui va nous intéresser et qui est donc la table de fait, la table de transaction. On a vu dans la table précédente qu'on avait des idées clients. Et bien ici, on va appeler ça une table de dimension. Pourquoi? Parce qu'on va venir amener de l'information additionnelle par rapport à la table de fait. Sur la table de fait, on avait les identifiants clients, et ici je vais avoir les informations. Voilà, Martin, Sophie, son email, à quel segment est-ce qu'elle appartient, et quelle a été sa date d'inscription sur notre site de vente. On a vu table de fait, on a vu dimension client, et on va avoir une table qui va nous apporter de l'information additionnelle, encore une fois, sur ces transactions, sur ces ventes, qui est le magasin, avec à nouveau un identifiant de magasin que nous avions précédemment dans la table de fait. Je vais vous la remettre juste ici, ça nous permet quand même de comprendre la mécanique. ID magasin, donc on voit par exemple qu'on a le numéro 5 ici, bien on voit que le numéro 5 c'est le magasin de Nice Promenade, PACA, boutique en propre, avec une surface et une date d'ouverture. Vous l'avez compris, tout l'intérêt de Power BI, ça va être de venir lier toutes ces sources de données. Et bien évidemment, on est dans un exemple très simple, mais l'idée même, c'est de venir chercher différentes sources de données, que ce soit dans votre ERP, que ce soit des fichiers dans le cloud, que ce soit bien sûr des fichiers Excel, et de venir faire parler ces données et de construire des outils de décision. Donc, c'est bien beau. Moi, je vous ai montré l'ensemble des éléments qui étaient attendus. On a vu nos sources. Et bien, ce que je vous propose tout simplement, c'est de commencer notre travail. Donc pour ça, on va commencer à ouvrir Power BI Desktop. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez le lien qui est dans la description. Et donc moi, comme j'ai déjà celui-ci, je vais aller chercher un nouveau rapport. Et la première étape qui va nous intéresser, pour rester structuré dans notre démarche, c'est en premier lieu d'importer la donnée. La donnée, ce sont donc les trois fichiers que l'on vient de voir. Nous voilà dans l'interface de Power BI. Donc, première chose qu'on va faire, on va venir importer nos différents fichiers Excel. Il y en a trois. On va cliquer juste ici, importer un Excel, et on va venir les chercher. Je vais cliquer sur le premier fichier, et je vais avoir une connexion et une première interface qui va venir au cœur de la mécanique dont je vous parlais précédemment, qui va être d'aller dans
Power Query. Power Query, c'est l'endroit, je le répète, où on travaille la data, c'est le moteur de données. Donc là, il vient afficher, dans ce fichier client.xlsx, j'ai une table client. Il me donne une première idée, et j'ai deux possibilités. Très important à garder en tête. Soit je vais charger directement, c'est-à-dire que je ne vais pas modifier ma donnée, je vais l'accepter telle qu'elle et la charger. Alors ici, on est dans un cas simple. Très souvent, vous avez de la donnée qui peut être déstructurée, vous avez besoin de faire des opérations dessus afin de pouvoir la retraiter et de pouvoir l'utiliser. On se rappelle que dans le traitement de la donnée, on a réellement besoin d'avoir une notion de tabulaire, c'est-à-dire qu'il nous faut des tables. Ici, elle est propre, mais pour notre culture, et c'est le but de la vidéo, on va aller dans transformer les données, et en cliquant sur transformer les données, on va venir dans l'interface de Power Query. Et donc, il dit Power Query, dit présentation rapide de l'interface. Sur cette partie, on va visualiser tous les fichiers qu'on a importés. Ici, on n'en a qu'un, mais on va avoir nos fichiers suivants. Le point important, ça va être ce bandeau qui va nous donner l'ensemble des possibilités et notamment l'ensemble des transformations qui sont possibles. Donc on voit qu'ici, on a en fait un outil qui va nous permettre de réaliser de nombreuses opérations sur notre donnée avec une puissance bien supérieure à ce qu'Excel peut nous donner habituellement. Maintenant, on a Power Query aussi dans Excel. Et pour ceux qui ont connu ça à l'époque sur les transformations, ça nous aide très très grandement. Vous allez retrouver donc des éléments qui vont être principalement de la transformation sur cette partie-là. Vous allez pouvoir évidemment ajouter des colonnes, mais nous, vraiment, ce qui va nous intéresser dans les futures vidéos, c'est de venir faire de la transformation avec ça. Pour les plus intéressés, vous verrez aussi que vous avez la possibilité d'écrire des scripts Python, ce qui peut être intéressant. Et un point, je dirais, primordial, sera cet élément-là qui vous permettra d'avoir en fait accès à l'ensemble du code. L'ensemble du code des transformations que vous allez avoir. Et ces transformations, elles se retrouvent aussi visuellement ici. C'est-à-dire qu'on me donne les différentes étapes qui ont été appliquées à cette source de données. On est parti de cette source qui s'appelle client, qui est une table, dont la feuille est ici. Et ensuite, on est venu naviguer, on est venu l'ouvrir. Et on a vu qu'on avait des titres de colonnes. Et donc, automatiquement, Power BI est venu mettre ces titres en en-tête de colonne. Il est ensuite venu changer le type de mes données. On le voit juste ici, on peut sélectionner en cliquant quel est le type de données que j'ai dans ma colonne. Et ça, c'est extrêmement important. Dans une colonne, vous pouvez avoir un seul type de données et il faut pouvoir le respecter. C'était une très succincte introduction de Power Query. On a importé pour l'instant une seule table et on va se mettre à la tâche pour importer les autres. Donc on avait une table client, on a aussi une table magasin. Donc vous voyez tout à l'heure on l'a importé de Power BI, ici on peut mettre nouvelle source et l'importer directement de Power Query. Ça revient exactement la même chose, sauf que tout à l'heure on nous proposait de transformer les données et d'ouvrir Power Query. Comme nous sommes maintenant dans Power Query, eh bien évidemment, il ne me demande pas d'ouvrir Power Query, c'est logique. Je vais mettre OK pour cette partie-là. Là, je vois ma table de magasin. Comme j'ai dit précédemment, on voit que les différentes requêtes, les différentes queries viennent se positionner ici. Il nous en manque bien évidemment une qui va être notre table de vente. J'importe ma table de vente, qui est la plus grosse, qui doit avoir à peu près 150 lignes. Je sélectionne la feuille qui m'intéresse. Et me voilà paré avec toutes mes données. Un point extrêmement important qu'il va falloir respecter, c'est que lorsqu'on va chercher à faire un lien entre ces différentes tables de données, finalement on est sur quelque chose qui est similaire à un VLOOKUP ou XLOOKUP sur Excel. J'ai de l'information sur une table et je vais souhaiter aller chercher de l'information sur une autre table. Un point auquel il va falloir réellement veiller, ça va être de vérifier que les clés, c'est-à-dire que nous allons faire des liens entre les tables avec une clé, comme lorsqu'on fait une recherche V, eh bien il va falloir que le type de données soit identique. C'est-à-dire que si j'ai par exemple un ID client ici qui est un nombre entier,
il faut bien que je veille à ce que mon ID client dans ma table des ventes, je vais faire un lien. On se rappelle que ici j'ai simplement un numéro, pas d'autres informations. On se rappelle que dans cette table, j'ai des informations qui sont évidemment le numéro, qui va me permettre d'être ma clé entre ma table de faits, ma table des ventes, et cette table de dimension, mais je vais avoir de l'information additionnelle qui là va m'intéresser. Donc je veille à ce que mes clés en termes de format de données correspondent. C'est le cas ici, donc moi je vais tout mettre en nombre entier. L'idée de magasin, il va me servir aussi. Il va me servir puisque j'ai ici une table, et j'ai ici 1, 2, 3, et 1, 2, 3, je sais que c'est un nombre entier. Donc normalement, à partir de là, je suis à peu près paré, et je peux donc fermer et charger dans mon modèle. C'est-à-dire que je sors de Power Query, et je vais retourner dans Power BI, et à partir de maintenant, on devrait y rester. Ça va dépendre de votre version, mais pour certains et certaines d'entre vous, potentiellement, vous allez avoir des liens qui sont créés automatiquement entre vos différentes tables. C'est-à-dire que Power BI est assez intelligent pour se dire, je peux faire des liens entre ces tables par tel élément. Et c'est ce qu'on va voir juste ici. Voilà. Moi, ça a été créé en automatique. Donc, c'est-à-dire que, comme vu précédemment, il se dit, eh bien, je m'aperçois que j'ai un lien entre cette table des ventes et ma table des magasins. Et cette clé, c'est un ID magasin. De la même façon, il se rend compte que j'ai un lien entre ID client, entre mes ventes et entre ma table client. Ça dépend de votre configuration de Power BI. Vous avez le choix de cette option de pouvoir créer automatiquement ces relations. Et je vous montre très rapidement comment on peut changer. Vous allez dans Options, cette partie-là, et vous allez le retrouver juste ici avec détecter automatiquement les nouvelles relations après le chargement. Celle-ci, dans mon cas, c'est coché. Dans votre cas, si ça ne l'est pas, ça veut dire que vous allez devoir créer les relations. Et je vous montre ici comment créer une relation. Clic droit pour supprimer, idem ici. Comment est-ce que je crée un lien entre mes tables de données? C'est vraiment ce qui va me permettre de donner du relief à mon analyse et de pouvoir faire des liens entre ces tables et de trouver des réponses aux grandes questions que peuvent me donner la data. Eh bien, je le sais, j'ai un ID magasin, donc je vais le prendre, clic gauche, et je vais laisser appuyer, faire glisser et relâcher une fois que je suis sur la clé. Et ici, on va avoir une interface qui va me dire, ok, tu es en train de créer une nouvelle relation. Une nouvelle relation entre la table des magasins, bien sûr je peux sélectionner, et ta table des ventes. En sélectionnant ce que je lui ai proposé, ID magasin. C'est exactement ce que je veux. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on a deux paramètres qui vont nous être utiles souvent. Et donc ici, on est dans un cas extrêmement simple. Donc c'est ce qu'on appelle la cardinalité. On a des indicateurs d'ID magasin dans la table des magasins qui sont uniques. 1, 2, 3. Ces chiffres n'apparaissent qu'une seule fois. Et bien sûr, dans la table des ventes, il y en a plusieurs, many. Parce qu'il y a eu plusieurs transactions, évidemment, dans chaque magasin. Le magasin 5, par exemple, a peut-être eu 10 transactions. Et donc, c'est ce que la cardinalité vient mettre en avant. Et ici, donc, je choisis par défaut d'activer cette relation. C'est-à-dire que je vais l'utiliser pour créer des calculs, pour construire mon dashboard. De la même façon, on a un ID client, on a des ventes, je viens le chercher comme ça, je clique, ça m'ouvre l'interface, même sujet, même perspective, à partir de la table client, vers ma table des ventes, j'ai ID client, one to many, actif, et on valide. Donc à partir de là, on a notre modèle qui est construit. Il va y avoir un élément qui va être important. Dans Power BI, on a des fonctions de time intelligence. C'est extrêmement pratique et ça nous permet notamment, comme on peut le voir dans le tableau précédent, de calculer par exemple très simplement des chiffres d'affaires, par exemple pour l'année précédente, du year to date, du quarter to date. Donc il faut toujours dans Power BI que nous puissions créer
une table de date. Pour la créer, plusieurs possibilités. Il va falloir qu'on aille dans la partie calcul et on va cliquer sur nouvelle table. On pourrait aussi se rendre dans cette vue et créer également une nouvelle table. Je clique et je vais utiliser une fonction qui est assez connue, qui s'appelle Calendar Auto. Calendar Auto, elle va aller regarder dans toutes les tables que j'ai, en l'occurrence 3, elle va venir regarder toutes les dates qu'il y a, et elle va venir les insérer dans un tableau, dans ce tableau. Donc moi je vais l'appeler date, et je vais valider. Donc ici, je vois que j'ai des dates de 2015, sûrement jusqu'à 2024. Exactement. Donc c'est parfait. J'ai cette table de dates qui va tout le temps me servir à venir faire des calculs de time intelligence. Et surtout, là on est dans un modèle simple, mais ce qui va être extrêmement important, c'est parfois, par exemple, vous allez avoir une table de vente. Vous allez avoir, par ailleurs, d'autres tables dans lesquelles il va aussi y avoir des dates. Et la question, ça va être en fait de comment est-ce que je peux chapeauter tous mes filtres de dates. Par exemple, je veux analyser des éléments pour 2019, eh bien je vais partir de cette table-là, je vais aller filtrer, et c'est ce que je fais ici, en créant une relation, ma table des ventes. Mais si par exemple j'ai une table de budget, eh bien je serais bien content d'avoir cette table de dates-là, où je vais dire, sur cette partie-là, ce sera 2023, elle va aller filtrer les ventes pour 2023, et ça va aller filtrer les ventes, par exemple, pour le budget 2023. Et donc c'est là qu'on va pouvoir avoir des analyses cohérentes. Donc, prérequis, toujours avoir une table de dates. Donc maintenant qu'on a créé notre table de dates, on peut aller sur notre rapport et on va commencer à mettre un petit peu de mise en forme. Vraiment le minimum, mais c'est pour que ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, on y va. Donc toujours contrôle et la petite molette si vous avez besoin de zoomer. Pour fermer les panneaux, vous pouvez cliquer sur les petites flèches ici. Et moi, je vais partir sur une barre, comme ceci, j'aime bien faire une barre de, je dirais de menu, une barre de filtre, et puis on va venir y mettre évidemment le logo. Donc, sur cette forme-là, lorsque je vais avoir besoin de configurer un élément que j'ai inséré, mais on le verra plus tard, je clique dessus, et vous voyez qu'en fait, sur cette partie visualisation, il y a quelque chose qui se met à jour. Format shape, donc le format de la forme que je viens d'insérer. Et bien ici, je vais venir juste la personnaliser rapidement. Je choisis dans le style, énormément d'éléments. Moi, je vais mettre une barre bleu marine. Ce que je souhaite faire ensuite, c'est d'insérer mon logo. Je peux mettre le logo ici. Et donc, une fois que j'ai cliqué, je vais aller chercher dans la partie, il me le met dans la partie style. Je vais venir chercher le lien de mon image. Donc moi, en l'occurrence, il est classé ici. Je le mets comme ceci. Et on va venir le mettre approximativement au format. Voilà. À ça, il va falloir que j'ajoute tout simplement le titre de mon rapport. Donc je vais le ressortir pour parfaitement coller et je vais le mettre hop, sur mon écran, comme ça je serai sûr de ne pas me tromper. Et cette fois-ci, je vais avoir besoin d'insérer du texte. Et je vais l'appeler rapport des ventes. Je vais le mettre un petit peu plus gros. On a dit un petit peu. Voilà. Ensuite, au niveau de la couleur, je vais le mettre évidemment en blanc. Et il va falloir que je le rende transparent, parce que sinon, il ne se verra pas lorsque je le mettrai sur du bleu. Voilà. Donc ici, j'ai mon rapport des ventes. Alors je pourrais réduire un tout petit peu la forme, comme ceci. Impeccable. Et donc, voilà, on a mis en forme ce qu'on voulait. Et là, on va commencer quelque chose qui est très très intéressant. On a de la donnée, on a commencé à mettre notre titre, notre barre, et ben on va commencer à créer, je dirais, le cœur du réacteur, c'est-à-dire qu'on va venir créer des
mesures. Les mesures, ce sont nos formules de calcul qui vont nous permettre d'aboutir aux résultats qui vont nous servir. Alors, pour ça, on va cliquer sur Nouvelle mesure, et moi, je vais créer une mesure qui va me calculer mon chiffre d'affaires. Et pour ça, il y a une formule très connue qui s'appelle somme, et je vais venir faire la somme. Vous voyez, je tape et il y a à chaque fois de l'intelligence, et c'est de la proposition par rapport à mes tables de vente. Moi, je sais que ça s'appelle le montant total dans ma table des ventes. Donc, je vais venir faire la somme du montant total dans mes ventes, et bien évidemment, je vais le renommer chiffre d'affaires. Et on voit que ça apparaît juste ici, dans cette partie-là. Alors, je vais le laisser en mode un petit peu brouillon. Quand on est un petit peu dans l'art des choses, on vient créer une table additionnelle dans Power Query, mais c'est pour ne pas y revenir, et on vient mettre toutes les mesures au même endroit. Ça évite que tout soit un petit peu confondu. On a créé ici donc notre chiffre d'affaires. On va créer à peu près une dizaine de mesures qui vont nous servir à faire ce rapport. Donc, somme, c'est une des fonctions en DAX. Donc, DAX, Data Analysis Expression, c'est le langage qu'on utilise dans Power BI. Dans Power Query, l'interface, le moteur qu'on a vu précédemment, on utilise du langage M. Donc, on continue d'écrire en DAX et toutes les fonctions que je vais créer sont vraiment des grands basiques que vous allez retrouver dans Power BI et vous allez forcément vous en resservir. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc ici, on va venir faire par exemple le nombre de transactions. Et pour le nombre de transactions, on va venir compter les lignes, count rows, dans ma table de vente. Combien de lignes est-ce que j'ai dans ma table des ventes me donnera donc le nombre de transactions. Je n'ai pas dit quantité, j'ai dit nombre de transactions. Donc ici, c'est fait. On va à présent venir chercher la quantité totale vendue. Nouvelle mesure. Et la quantité totale vendue, ça va donc être la somme dans ma partie des ventes de mes quantités juste ici. Pareil, on va renommer ça proprement et on va mettre par exemple quantité vendue. Donc là, petit à petit, au fur et à mesure que je crée ces mesures, vous les voyez apparaître ici, et en recliquant, vous avez bien sûr accès au code que nous venons d'écrire. On va passer au panier moyen. On a calculé le chiffre d'affaires, on a calculé la quantité, et même le nombre de transactions. Donc on va pouvoir, par transaction, venir calculer un panier moyen. C'est parti. Et cette fois-ci, on va l'appeler donc panier moyen. Et on va faire la division avec la fonction divide, qui va nous demander le numérateur, virgule, le dénominateur, sachant qu'un des intérêts de divide, c'est qu'il n'y aura pas d'erreur lorsque le dénominateur sera égal à 0. Il y aura 0. Ça, c'est un avantage par rapport à notamment Excel ou d'autres logiciels qu'on peut utiliser. Donc si j'ai un panier moyen, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher mon chiffre d'affaires et je vais le diviser par le nombre de transactions que j'avais. Je finis, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. À présent, je veux le nombre de clients unique. On continue. Nombre de clients unique. Et ici, on va venir calculer grâce à une formule qui s'appelle distinct count. Elle va compter les valeurs distinctes. Eh bien, ce que moi je veux compter, c'est que dans ma table des ventes, je veux compter combien d'identifiants clients uniques est-ce que j'ai. Dans mes ventes, ID client, combien de différents est-ce que j'en ai dans cette table des ventes. Ça me donnera bien le nombre de clients uniques. Et là, on attaque les choses sérieuses. Parce que maintenant, on va passer à une fonction de time intelligence. Je veux savoir mon chiffre d'affaires en year to date, c'est-à-dire depuis le début de l'année qui sera disponible, ici c'est 2024, je veux savoir en year to date où est-ce que j'en suis sur mes ventes. Nouvelle mesure, on va mettre chiffre d'affaires year to date, et un des gros intérêts, c'est que on va réutiliser la formule précédemment créée. On se souvient qu'on a créé une formule chiffre d'affaires,
Et donc, on va pouvoir venir l'utiliser à nouveau, juste ici, avec Total Year to Date. Total Year to Date, donc fais-moi le Total Year to Date. Dans l'expression, je vais venir mettre le chiffre d'affaires. Et attention, oh grand attention, on se souvient, on a créé une table de date et on l'a créée pour ça. Donc on vient chercher la table de date, juste ici. Chiffre d'affaires year to date va être le total year to date de la variable, de la mesure, pardon, chiffre d'affaires que j'ai créé en fonction du temps, en fonction de ma table de date. On a le chiffre d'affaires year to date. Maintenant, je vais par exemple aller chercher le chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc le chiffre d'affaires de l'année dernière, pareil, ça fait partie des grands classiques. Je vais utiliser la fonction calculate. La fonction calculate, elle me permet de créer un contexte de filtre. On va le comprendre juste ici. Calculate, ce que je mets à l'intérieur, ça va être mon chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires classique, et par contre, je le veux pour l'année dernière. Donc je vais venir appliquer une autre fonction, same period last year, en fonction à nouveau de ma table de date. Et donc le chiffre d'affaires en fonction de la même période mais l'année dernière et de ma table de date. Ensuite, je vais pouvoir faire un calcul qui va être encore plus intéressant. Ça va être mon évolution de l'année en cours par rapport à n-1. Et donc pour ça, je vais venir faire une division. Avec le numérateur, je vais avoir mon chiffre d'affaires actuel moins mon chiffre d'affaires de l'année précédente divisé par le chiffre d'affaires de l'année précédente. Et ça, donc, ça va être mon évolution du CA, de chiffre d'affaires, si on veut être complet. Il nous en reste 2 pour arriver à 10. Je vais venir calculer la surface du magasin. Et pour ça, rien de plus simple, surface magasin. Et je vais venir faire la somme d'une information que je possède, bien évidemment, dans ma table de magasin, et qui va être la surface en mètres carrés. Je l'ai ici, ça me donne la surface du magasin. Et je vais calculer un ratio intéressant qui va être mon niveau de vente par mètre carré. Donc ça va être les ventes par mètre carré, que vont donc être la division du chiffre d'affaires divisé par ma surface de magasin. Et là, on a réellement calculé l'ensemble des mesures qui vont nous servir à aboutir à notre tableau de bord final. On a fait un bon travail. Et on les retrouve ici. Lorsque vous voyez une petite calculette, c'est donc une mesure qui a été créée. Et on va commencer par créer un premier graphique. Donc, dans la partie, je dirais, la plus accessible, qui est la partie visualisation, même si on l'a vu précédemment, on peut créer par ici, on va très souvent se servir de ce panneau-là. Le premier graphique qu'on va venir créer, c'est ce qu'on appelle un line chart. Donc un line chart, c'est simplement une ligne. Vous voyez que j'ai appuyé ici, il vient me créer mon graphique, qui pour l'instant est vide. On va le mettre à cette hauteur, puisque si on se souvient du tableau de bord attendu, on mettra des KPI principaux ici, nos visuels ici, au nombre de 6. Et ici, je vais venir mettre mon chiffre d'affaires. Donc je peux soit les sélectionner directement dans cette partie-là. Ici, il y a peu de mesures, donc ça va être relativement pratique. Soit je peux aussi aller chercher. Lorsque vous avez plus de mesures, ça devient très pratique. Donc là, soit vous avez deux possibilités. Quand les choses sont relativement simples en termes de graphique, vous pouvez cliquer dessus et normalement il est assez intelligent pour comprendre où est-ce que vous souhaitez mettre cette mesure, cette information. Mais ce que je vous recommande toujours, surtout quand on commence, c'est de prendre toujours clic gauche en faisant glisser, en disant ok, mon chiffre d'affaires, je le veux dans l'axe des Y, c'est la valeur que je souhaite voir apparaître, et je le veux en fonction de quelle variable? Et je le veux en fonction du temps. Donc ici on voit qu'au niveau de la date, on a une hiérarchie qui a été créée automatiquement. Pareil, ça fait partie des éléments qui peuvent être désactivés dans le même panneau qu'initialement lorsque je vous ai montré la création automatique de relations entre les données. Moi, il était créé automatiquement. Et donc j'ai
une classification, une décomposition de chaque date avec une année, un trimestre, un mois et un jour. Et donc on va pouvoir typiquement venir par exemple chercher notre année sur l'axe des Y avec le mois par exemple. C'est ce qui peut nous intéresser. Et donc là, on voit qu'on a un graphique avec l'évolution de notre chiffre d'affaires en fonction du temps et des datas disponibles. Un élément qu'on n'a pas encore vu, c'est comment définir le type de données. Ici, le chiffre d'affaires, on voit par exemple 1938. Ouais, mais c'est 1938 quoi? Ce sont des euros. Donc pour venir attribuer un type de données, je vais me rendre sur la mesure que j'ai créée, je vais cliquer dessus, et en fait, je vois tout de suite que j'ai des éléments qui se sont affichés en vert, qui sont donc des éléments temporaires et liés à ma sélection. Et sur cette partie de format, je vais avoir différentes possibilités. La plus simple, si on veut créer un chiffre qui va être en euros, un nombre en euros, eh bien on va venir dans le petit déroulé juste ici à côté du dollar, et on va venir sélectionner euros. Et ici, on aura donc un affichage qui sera beaucoup plus plaisant. Je préfère dire 4393 euros, plutôt que dire 4393. On a réussi ça, on va faire un second graphique, cette fois-ci on va faire un bar chart. Un bar chart, c'est un graphique en bâton, rien de compliqué. On viendra réaligner les choses correctement. Allez, pour l'instant je reste comme ça. Et cette fois-ci, ce qui va m'intéresser, ça va être peut-être de prendre mon chiffre d'affaires, toujours en fonction du temps. Donc ça va être, par exemple, mes années et mes mois. Mais ça pourrait être tout à fait autre chose, hein. Je pourrais aller plus loin dans ma hiérarchie, rester sur les années. Vous voyez qu'on va vraiment avoir la possibilité de pouvoir interagir sur ce qu'on souhaite. Et peut-être même ce qui va m'intéresser, c'est d'également mettre les trimestres. Voilà, parce qu'on va remonter dans la hiérarchie pour avoir des éléments voilà, un petit peu plus condensés. Et vous apprendrez sur les prochaines vidéos comment est-ce qu'on peut voilà, venir descendre en termes de granularité. Mais pour l'instant, on va rester là-dessus. Ce qui va m'intéresser, parce que finalement ce chiffre d'affaires, je l'ai ici par trimestre, par quarter. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de l'avoir par catégorie de produits. Parce que dans ma table des ventes, j'ai des catégories. Donc en X, j'ai mon temps, en Y, j'ai mon chiffre d'affaires, et en légende, je vais mettre mes catégories. Et là, ça commence à m'intéresser, parce que je vais pouvoir voir quelles sont les ventes en fonction évidemment de la période et en fonction de la catégorie de produits. Allez, on passe à un graphique suivant. On va passer cette fois-ci à ce qu'on appelle un donut. C'est vrai que je les ai fait un peu petits. On remettra tout ça d'équerre. Et donc sur la partie donut, qu'est-ce que je vais vouloir regarder? Je vais vouloir regarder mon chiffre d'affaires. On finit par le connaître. Et cette fois-ci, je vais vouloir le décomposer en fonction du segment du client. Les clients, ils se décomposent en différents segments. Vous voyez, cette fois-ci, je fais appel à la barre de recherche. Je viens chercher ça, je le mets dans la légende. Et ici, ça commence à m'intéresser. Parce que je vois mon chiffre d'affaires réparti par mon type de client. Et on voit finalement que c'est à peu près un gros tiers, un tiers, un tiers sur ma répartition. Donc à présent, je vais vouloir créer mon chiffre d'affaires et mon évolution par rapport à l'année en cours. Donc N vs N-1. Donc là, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir dupliquer le graphique. Ce que je vais faire, puisqu'évidemment en le copiant, j'ai évidemment pris les éléments du graphique dans son entièreté. Donc moi, je ne veux pas le chiffre d'affaires, mais je vais typiquement prendre l'évolution du chiffre d'affaires. Vous vous rappelez, on avait défini ça par la variation de chiffre d'affaires par rapport à n-1. Pareil, je vais les glisser juste ici, et ça va me permettre d'observer quelle est la variation de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Évolution chiffre d'affaires, on voit bien qu'on a à nouveau un souci de format, donc comment on fait? On clique, pas un souci, c'est qu'on ne l'a pas défini, et cette fois-ci, on va le définir en tant que pourcentage. Voilà. Et là, donc on voit bien l'évolution en pourcentage qu'on a donc entre le chiffre d'affaires 2023 et le chiffre d'affaires 2024. C'est-à-dire que décembre 2024 a fait à peu près 3 fois décembre 2023. Donc là, on voit 226%. Si on vérifie donc le chiffre d'affaires de 2024, c'est 12 000 euros.
Si on va en 2023, décembre, on a à peu près 4000 euros, ce qui fait sens, à peu près 1 fois 3. On va pouvoir ici, je ne vous l'ai pas encore présenté, venir personnaliser le graphique, formater en termes de visuel et faire ce qui est le plus cohérent, le plus attractif pour l'œil. Moi ici, typiquement, j'ai besoin de changer la couleur de cette ligne. Donc, toujours une barre de recherche qui vous permet d'aller chercher les éléments qui vont vous être nécessaires, il y en a beaucoup. Moi, je sais que c'est ici, la couleur, et je vais par exemple la mettre en gris. Voilà, comme ça évitera de la confondre avec celle du dessus. Je vais à présent regarder l'évolution de nombre de clients. Ça m'intéresse. Donc, pareil, je clique. Ici, il me crée mon graphique qui cette fois-ci est vide puisque je ne l'ai pas copié-collé. Et je vais venir chercher le nombre de clients. Nombre de clients uniques. Nombre de clients uniques, c'est ce que je souhaite voir sur l'axe des Y. Et moi, par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de voir peut-être l'évolution par rapport à ma date. Donc là, je vais pouvoir mettre à nouveau mes années, mes mois, et je vais voir. Alors, je vais peut-être changer la couleur à nouveau pour rester peut-être dans le ton des gris. Je retourne sur formater le visuel. Ici, j'ai mes colonnes et je vais pouvoir choisir la bonne couleur. Voilà, je vais le mettre en foncé. Et en fait, ici, je vois quel est le nombre de clients uniques par mois. Ça peut être une variable qui m'intéresse. Et on va terminer en créant un tableau que vous allez retrouver juste ici, une matrice, qui cette fois-ci va me donner des éléments en fonction de mes produits. Cette fois, je veux aller un petit peu plus loin, parce que là, je suis assez global, assez général. Bon, j'ai de l'électronique, j'ai de l'informatique, j'ai des types de clients, et moi, je vais vouloir descendre au niveau du produit. Et je sais que j'ai cette information. Dans une table, il y a la table des ventes, avec les identifiants de produits. Là, je vais voir tous mes produits qui sont vendus. Et ce que je vais vouloir savoir, ça va être par exemple ma quantité vendue. Comme ça, je pourrais faire typiquement des top produits. La quantité vendue, je veux que ce soit la valeur dans ce tableau. Et puis ensuite, je vais par exemple pouvoir mettre le chiffre d'affaires. À nouveau, c'est ce qui m'intéresse. Et plus que ça, on a vu tout à l'heure, on a aussi calculé la vente par mètre carré. Donc c'était juste ici, vente par mètre carré. Et là, ça va commencer à me donner de l'information qui va tout simplement commencer à être pertinente. Je vais pouvoir, lorsque je suis sur le tableau, cliquer par exemple, on voit lorsque je passe mon curseur que j'ai un surlignement qui se met en place, et en cliquant, ça va venir classer, par exemple en fonction des ventes par mètre carré. Donc finalement, sur ce produit-là, c'est là où on fait le plus de ventes par mètre carré de magasin. Évidemment, si ce n'est pas un produit, on pourra mettre un magasin pour voir quel est le magasin qui a le plus de ventes par mètre carré. Vous comprenez bien la logique, c'est de venir pouvoir créer des éléments d'analyse qui vont nous permettre de tirer de l'information et surtout de pouvoir le mettre à jour très facilement. Ici, on est sur des fichiers Excel qui sont des fichiers figés, mais rappelons-nous, nos sources de données, on est venu chercher ici Excel, mais on en a énormément. Du SQL, du cloud, de l'API par ici, beaucoup de choses qui sont possibles. Power BI est un outil qui nous offre énormément de connectivité avec d'autres outils et c'est clairement une de ses forces. Je vais venir réaligner mes graphiques pour être un petit peu plus propre. Et voilà, on commence à avoir quelque chose d'assez sérieux. Donc, pour récapituler, notre évolution du chiffre d'affaires, notre chiffre d'affaires par type de produit, par catégorie, notre chiffre d'affaires par segment, c'est-à-dire segment client, l'évolution du chiffre d'affaires en pourcentage par rapport à l'année précédente, le nombre de clients uniques en fonction des années et des mois, et du détail par produit, quantité, chiffre d'affaires, et la vente par mètre carré. À présent, on va pouvoir créer les KPI. Les KPI sont vraiment les indicateurs principaux qu'on va
généralement retrouvés sur le haut de notre rapport. Les KPI, ça va passer par des cartes qui sont ici. Vous pouvez cliquer dessus. Moi, je vais venir le remettre juste ici. Et puis, je le sais d'avance, je vais venir prendre l'entièreté de la largeur de mon rapport. Qu'est-ce qui va m'intéresser? C'est de voir tout de suite, en un clin d'œil, quel est par exemple mon chiffre d'affaires total. Là, je peux cliquer, il va venir se mettre juste ici. Je pourrais évidemment le faire glisser. Je vais mettre mon chiffre d'affaires, mettre peut-être le nombre de clients uniques, juste ici. On va mettre aussi le nombre de transactions. Et on va aussi mettre notre panier moyen. Comme ça, en un clin d'œil, on a nos visuels principaux. On se souvient, le panier moyen écrit comme ça, c'est finalement assez moyen, sans jeu de mots. On clique et on vient mettre à jour notre élément pour qu'il s'affiche en euros, beaucoup plus pertinent. Et donc on va passer à la partie des filtres. C'est réellement ce qui va nous permettre de pouvoir interagir avec le rapport et de regarder les données en fonction de différents éléments qu'on souhaite voir. Le premier que je vais créer, donc ça se trouve juste ici, je clique dessus, ça va être un filtre de date. Donc sur ma partie date, je vais venir chercher et le mettre ici. Bien, je peux tout simplement venir le faire glisser ici comme vous le savez. Et donc là, je vais avoir les différentes dates qui sont disponibles. Je vais plutôt changer le style, c'est-à-dire que ici, il me met une liste. Donc comme toujours, on clique sur le visuel et on vient le personnaliser ici. Dans les paramétrages, plutôt que d'avoir une liste, moi je vais choisir ce qu'on appelle un drop-down. Voilà, comme ça va venir se dérouler tout simplement un peu plus bas, et ça va me permettre de sélectionner par exemple les ventes en fonction de l'année, comme ceci, en fonction typiquement du mois aussi si j'en ai besoin. Comme on va avoir trois autres filtres, on va venir tout simplement le mettre un petit peu en forme, c'est-à-dire qu'on va venir personnaliser très rapidement sans perdre trop de temps, et on va peut-être par exemple venir le mettre en gris, c'est un peu fort, en gris comme ceci. On va venir créer autour quelque chose d'un tout petit peu plus arrondi, on va dire par exemple en 5, comme ceci, et ça nous donnera un aspect, voilà, un aspect un petit peu plus pro. Comme je l'ai configuré et que je l'ai finalement personnalisé, je vais copier, CTRL-C et coller. Et cette fois-ci, je vais aller chercher mes magasins. Donc mes magasins, on va aller chercher le nom du magasin. Donc on retourne sur la partie visuelle là, et qui n'est plus le formatage. Ici, j'ai bien sélectionné ce que je viens de copier. Je supprime ce que j'avais précédemment. Et je viens cliquer, faire glisser le nom du magasin. Et donc ici, je pourrais le mettre un petit peu plus large, ou alors réduire la taille de ce qui est écrit ici, c'est au choix. Nous, par question de simplicité, on va venir l'élargir. Et par exemple, le store Lyon-Part-Dieu, eh ben, on voit que tout a interagi en fonction du filtre que je lui ai donné. Pareil pour Bordeaux. Ici, je vais avoir mes ventes pour Bordeaux, ma répartition par type de client, mon panier moyen. On voit que typiquement le panier moyen est de 858 à Nice, quand il est de 816 à Nantes. Ça, ce sont des datas qui nous intéressent, les types de produits, tout va venir se mettre à jour. Et enfin, je vais créer un dernier filtre, qui va être par exemple par client. Je sélectionne mon visuel, je nettoie ce que j'ai eu précédemment comme je l'ai copié, et je viens mettre par exemple, de mémoire, c'était voilà, nom. Et on vient chercher nom ici. On vient le mettre à jour, et en fonction du nom de famille, je vais pouvoir regarder quel est le panier moyen. Par exemple, Richard, en moyenne, c'est 1230 € d'achat, ce qui est très conséquent. Tout de suite, vous avez vos éléments qui viennent se mettre à jour, et c'est là que ça commence à réellement prendre de la valeur. On voit qu'on a quelques petits éléments à finaliser, principalement les titres. Chiffre d'affaires, bail, année, mois, chiffre d'affaires, c'est pas terrible.
Donc, on va venir renommer ça. Donc, pareil, je sélectionne mon visuel, je viens dans les éléments de personnalisation, partie visuelle ou générale. Ici, ça va être sur la partie générale, c'est globalement là où se trouvent les titres. Je vais trouver ma zone qui contient le titre actuel et je vais renommer tel que nécessaire. Ici, je vais mettre chiffre d'affaires. Ici, je vais mettre typiquement chiffre d'affaires par catégorie. Vous voyez, j'ai ouvert ce panneau-là, j'avais cliqué sur celui-ci, c'était la sélection actuelle. Lorsque le panneau reste ouvert et que je clique sur le suivant, automatiquement, je peux faire une modification finalement assez efficace. Donc là, c'est chiffre d'affaires par catégorie. Ici, chiffre d'affaires par segment. C'est quand même plus propre. Là, ça va être évolution en pourcentage du chiffre d'affaires. Ici, nombre de clients uniques. C'est pas mal. Et ici, on voit qu'on n'a pas de titre, mais on va pouvoir le rajouter. C'est un élément par défaut. Titre, on va venir dire oui, et on va mettre analyse produit. Et on voit qu'on a le titre qui vient se mettre juste ici. Dernier élément qui est aussi important, on a des filtres qu'on a créés ici, qui sont présents en fonction bien sûr des magasins. Mais n'oubliez pas qu'un des grands intérêts de Power BI, c'est de pouvoir interagir entre les visuels. Si je clique par exemple sur la partie segment standard, les clients standards, toutes mes données viennent se mettre à jour, automatiquement. Et là, j'ajouterai un point, on a certains éléments, certains visuels qui sont filtrés automatiquement, c'est-à-dire que lorsque je clique sur standard, toutes les ventes ici sont mises à jour par rapport à la vision d'un client qui est considéré comme standard. En revanche, je vois ici quelque chose de différent, c'est que ici, ce n'est pas filtré, mais c'est mis en avant. C'est-à-dire que lorsque je clique sur standard, je vois bien qu'il me reste les éléments initiaux totaux pour tous les segments, la partie gris clair, et que la partie gris foncé mise en avant représente 5. C'est-à-dire que sur mai 2024, j'ai 5 clients standards sur un total de 8. C'est-à-dire qu'au total, j'en ai 8 en standard premium occasionnel, mais en standard, il n'y en aura que 5. Et je vais vous montrer comment on peut choisir soit de mettre en avant, de surligner, de mettre en valeur, comme c'est le cas ici, soit de complètement filtrer. C'est-à-dire, lorsque je clique par exemple sur standard ou sur premium, eh bien, je veux voir uniquement les clients premium. Et pour ça, on sélectionne le graphique ici, on va dans format, éditer les interactions, modifier les interactions, et à partir du moment où j'ai cliqué, on voit qu'on a deux petits icônes qui apparaissent. Filtrer ou mettre en valeur, highlight. Si je clique ici, ça va venir filtrer. Si je clique ici, ça va laisser la mise en avant comme nous l'avons vu précédemment. Je vais mettre filtrer pour qu'on puisse constater. Je reclique ici pour couper mon menu des interactions. Et là, on le voit bien, on n'a plus de gris clair, c'est-à-dire que on a uniquement les clients considérés comme standards qui s'affichent. On arrive à la fin de cette vidéo, ça fait presque 1 heure. Je vous donnerai peut-être des bonnes pratiques pour terminer. Ce qui est toujours important, c'est de limiter ces visuels. Vous voyez ici, on en a fait 6, on a mis des KPI, et on arrive sur un tableau de bord qui reste lisible, mais qui commence à être finalement chargé. Donc toujours garder en tête de minimiser le nombre de visuels. Une bonne pratique est aussi de mettre les KPI en premier, puisque l'œil va lire de haut en bas et de gauche à droite, donc on va tomber directement sur les KPI, ce qui est important, ce qu'on va vous demander. Et voilà, on arrive à la fin de ce tableau de bord. Vous voyez qu'en quelques dizaines de minutes, on a réussi à créer un outil qui va nous permettre de piloter la performance d'une entreprise, d'un segment de l'entreprise, et que c'est extrêmement puissant. Vous verrez que l'apprentissage est finalement assez simple sur les premières parties. Bien sûr, pour devenir très technique, ce sera comme tout langage, comme tout logiciel. Il
Il faudra y mettre beaucoup d'énergie, mais avec quelques clés, vous arrivez à créer des choses. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre la puissance de cet outil. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. A très vite, ciao.